Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie d'être là ce soir. J'espère que vous allez bien. C'est une question qu'on pose souvent ces temps, mais je pense qu'elle n'a jamais eu autant d'importance. Alors, comme l'a dit Victoria, c'est très difficile à l'heure actuelle de voyager dans des contrées lointaines. Donc, le thème de cette année est un très bon moyen pour se déplacer par procuration. Et je vous invite à le faire aujourd'hui au travers des cartes médiévales et des récits de voyageurs du XIIIe siècle qui sont rendus notamment en Mongolie et en Chine. Le plan que je vous propose pour ma présentation, donc je vais commencer par les images du monde, c'est-à-dire des textes et des cartes réalisés par des autorités. Je passerai ensuite, dans une deuxième partie de ma présentation, à une question importante, la connaissance du monde théorique versus les connaissances pratiques, c'est-à-dire est-ce que la remise en question des autorités est possible pour les voyageurs qui se déplacent dans des contrées qui ne sont pas connues. Et puis surtout, quelle influence est-ce que les voyageurs ont pu avoir sur la représentation du monde? Donc ça, c'est vraiment les trois axes qui vont m'intéresser aujourd'hui. Et il me semble important de commencer par un peu de terminologie avant d'entrer dans le vif du sujet. Et parce que la première question qu'on doit se poser lorsqu'on parle de représentation du monde, c'est évidemment, est-ce qu'on peut parler de géographie pour la période médiévale quand on traite de la représentation du monde? En fait, la première chose que l'on peut dire pour tenter de répondre à cette question, c'est que le terme n'est pas familier au Moyen Âge. On le trouve dans quelques rares textes, bien sûr, mais ils sont plutôt l'exception que la règle. De plus, la géographie, telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire l'étude de la planète, ses terres et ses caractéristiques, ne fait pas partie des sept arts libéraux enseignés au Moyen Âge, qui sont la grammaire, la rhétorique et la dialectique, puis l'arithmétique, la musique, la géographie, la géométrie et l'astronomie. Toutefois, on ne peut pas dire que la géographie est absente du monde du savoir, étant donné le nombre important de sources cartographiques, tant textuelles qu'iconographiques, qui nous est parvenu. Dans tous ces textes, la géographie figure sous des noms divers. Les premiers auteurs du Moyen Âge à s'intéresser à cette thématique, au 5e siècle, utilisent le nom grec de cosmographie. C'est un terme qui sera utilisé jusqu'au XIIe siècle environ pour disparaître jusqu'à la fin de la Renaissance. Les traditions latines, pour leur part, préfèrent parler de monde. Donc, on trouve en effet des termes comme carte du monde, des mappamundi, vous avez sans doute déjà entendu cette terminologie, qui va renvoyer tant au texte qu'aux images, et ceci dès le IXe siècle, ou alors on va parler d'image du monde, imago mundi, dès le XIIe siècle. Toutefois, face à cette terminologie de monde, il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement la Terre qui est étudiée et présentée, mais c'est l'univers dans son entier, le cosmos en fait. C'est-à-dire les quatre éléments qui sont contenus dans le ciel, donc l'air, le feu, l'eau et la terre, mais aussi bien sûr les étoiles, les planètes, et tout cela bien sûr sous l'autorité divine. On peut le voir dans cette très belle enluminure tirée du manuscrit de L'image du monde, justement, de Gossuin de Metz, rédigé en 1246. Mais vous voyez ici une enluminure plus tardive, elle date du XIVe siècle, et vous voyez justement que l'élément le plus lointain est évidemment la Terre. L'utilisation de ces différents termes montre bien que la géographie n'est pas encore parfaitement définie et il semble clair que durant tout le Moyen Âge, les auteurs ont cherché à embrasser tout l'univers et que la Terre ne peut de fait être séparée du cosmos. Elle fait vraiment partie intégrante de ces descriptions. Alors une telle conception tend évidemment plus à la contemplation de la beauté et de la perfection de la création divine qu'à la recherche scientifique expliquant ses rouages, mais cela se comprend aisément, car il n'existe pas d'outils pour une observation précise des phénomènes. Il n'y a évidemment pas de lunettes ou de télescopes, ni de baromètre ou de thermomètre. Les altitudes sont évaluées uniquement par une triangulation très approximative et les distances entre les lieux sont généralement calculées par le nombre de jours de voyage nécessaires à les relier. Dans ce sens, les médiévaux préfèrent consulter les anciens, les autorités, plutôt que d'observer directement.
La géographie médiévale est donc un savoir plus qu'une science qui doit servir à donner une nomenclature nécessaire à la compréhension de la Bible en premier lieu ou des autres œuvres littéraires. Mais c'est aussi une fonction descriptive qui sert de support à la contemplation monastique, à satisfaire le désir de connaissance et aussi à expliquer les phénomènes les plus frappants, ceux que l'expérience quotidienne, comme les tornades ou les tremblements de terre, par exemple, peut observer. Je vous ai dit tout à l'heure que comme il n'y avait pas d'instrument de mesure, les médiévaux se sont basés sur les écrits des anciens, des autorités, pour parler du monde. En effet, la disparition de l'Empire romain en Occident, qui ouvre traditionnellement le Moyen Âge, est une rupture plus politique que culturelle. On observe que les textes anciens ont été conservés et transmis, et c'est sur ces autorités que reposent les fondements du savoir sur la Terre tout au long de la période médiévale. Ce qui n'empêche évidemment pas l'élaboration d'œuvres originales qui portent la marque de la vision du monde des clercs chrétiens. Parmi les autorités qui ont marqué profondément la vision du monde au Moyen Âge et qui sont sans cesse citées comme des références incontournables, on le verra d'ailleurs dans la suite de ma présentation, il faut bien sûr mentionner en premier lieu le texte majeur de Pline l'Ancien, un auteur et naturaliste romain qui écrit au 1er siècle une vaste somme de connaissances en 37 livres, l'histoire naturelle, dans laquelle il décrit les 3 parties de la Terre, à savoir l'Europe, l'Afrique et l'Asie, aux livres 3 à 6. Le texte de Pline a eu une influence considérable et a, par exemple, beaucoup inspiré le recueil des merveilles de Solin, un grammairien et compilateur romain du 3e ou 4e siècle. On ne sait pas grand-chose sur lui. Son texte consiste en un recueil de curiosités de toutes sortes, présenté pays par pays en 57 chapitres. Ce texte est important parce qu'il a été copié et étudié durant tout le Moyen Âge, et même s'il apporte peu de nouveautés par rapport à Pline, à tel point que Solin est passé à la postérité comme le singe de Pline. Donc vous voyez, on ne lui a pas donné beaucoup de crédit, mais grâce à ce texte, les apports de Pline ont continué à circuler. Alors que ces auteurs païens abordaient une perspective romaine du monde, en débutant leur description par l'Europe, c'est l'Europe de Rome, bien sûr, les choses vont changer avec l'ouvrage d'Orose, un prêtre de la péninsule ibérique du 5e siècle, qui rédige une histoire contre les païens qui va avoir une influence considérable parce que ce texte illustre la transition entre Rome et le christianisme. En effet, Orose débute sa description du monde non plus par l'Europe, comme l'ont fait les autres autorités dont je vous ai parlé avant, et plein d'autres avant eux. Orose débute sa description, lui, par l'Asie, donc plus par l'Europe, mais par l'Asie, avec une orientation à l'Est qui renvoie désormais au Christ, vrai soleil et lumière véritable. Une orientation qui va évidemment perdurer. Et il est impossible de terminer ce bref parcours sur les autorités sans parler d'Isidore de Séville, théologien et évêque de Séville, dont l'œuvre majeure, les étymologies, a considérablement marqué le Moyen Âge. Par cette œuvre, Isidore essaie de rendre compte de l'ensemble du savoir antique et de transmettre à ses lecteurs une culture classique en voie de disparition. Les étymologies d'Isidore sont ainsi lues et enseignées pendant tout le Moyen Âge. Son œuvre est en somme un grand rassemblement du savoir divisé en 20 livres, donc vous imaginez cette quantité de savoir accumulé. Et le livre 14 parcourt les 3 parties du monde, et bien évidemment l'Asie en premier, l'Europe et l'Afrique. Toutes les descriptions de la Terre présentées par ces auteurs sont assez complexes. Donc, c'est vraiment des textes complexes qui vont expliquer l'organisation en fait de ce monde. C'est pourquoi ces textes sont parfois accompagnés de schémas pour aider le lecteur à mieux comprendre cette organisation du monde, comme vous le voyez d'ailleurs dans ce schéma
qui est tiré justement des étymologies d'Isidore de Séville. Alors, le texte est rédigé au 7e siècle, mais vous voyez ici un manuscrit qui date du 12e siècle. Donc, on a le texte. Vous voyez ici, il commence évidemment par l'Asie, et le schéma est là pour être un support au texte, pour que ce soit plus clair. Les cartes sont donc le plus souvent produites pour être des supports au texte et pas du tout pour exister par elles-mêmes. C'est vraiment un support. Comme vous le voyez, les premières représentations de ce monde habité sont extrêmement simples. Elles sont très schématiques. Là, je vous ai mis un zoom, mais de la même enluminure. Et ce monde, qui représente le monde habité, qu'on appelle le Koumen, est présenté comme un cercle, vous voyez, qui est divisé en 3 parties et lui donne l'apparence d'un T. Donc là, j'ai mon T et j'ai un O à l'intérieur, enfin le T est à l'intérieur d'un O, raison pour laquelle ces cartes sont souvent appelées des cartes en TO, ou cartes en taux. Le O est la mer Océane et le T représente pour le jambage vertical la Méditerranée, qui a une place centrale, vous le voyez, et le jambage horizontal, ce sont les fleuves Tanaïs, donc le Don actuel, et qui est en fait la limite traditionnelle entre l'Europe et l'Asie, et le Nil, qui partage l'Asie et l'Afrique. Ce monde est fini, il est clos par le cercle océanique qui est infranchissable. Alors, s'il est d'origine antique, nous l'avons vu, ce schéma coïncide avec la plupart des concepts chrétiens, comme celui du partage de la terre réalisé après le déluge entre les 3 fils de Noé. En effet, la Genèse nous dit « Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Voilà quels sont les 3 fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. » Donc Genèse 9, 18 et 19. Sem va recevoir l'Asie, Japheth l'Europe et Cham l'Afrique. Donc vous le voyez aussi dans une autre carte schématique, mais où cette fois-ci, on a justement inscrit la différente division, comme la Genèse nous la présente. Ces cartes schématiques vont progressivement se remplir et devenir plus détaillées à partir du 8e siècle déjà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'orientation à l'Est renvoie au Christ et à sa lumière. Et en effet, l'Orient et le paradis terrestre sont souvent figurés en haut de ces cartes et qui sont parfois complétés par un Christ en croix. Vous en voyez un bel exemple ici, avec justement le Christ qui est représenté ici, le paradis, je vous ai mis un petit zoom à côté pour que vous puissiez le voir, et puis vous avez en fait les bras du Christ des 2 côtés de la carte, donc au nord et au sud, et les pieds qui se trouvent tout en bas, ils sont représentés aussi là, donc qui sont à l'est. Donc cette carte, qui est un très bel exemple, la carte d'Epsdorf, qui a été réalisée en Basse-Saxe, probablement à l'abbaye bénédictine féminine d'Epsdorf, avant le XIIIe siècle, sans doute vers 1235, on n'en sait pas tellement plus. Elle a été détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais fort heureusement, vous pouvez le voir, des copies nous sont parvenues, ce qui nous a permis quand même d'avoir accès aux informations de cette carte. Alors, à partir du XIIe siècle, la signification spirituelle de ces représentations sera généralement renforcée par la position centrale de Jérusalem, que vous voyez ici, justement, au centre de la carte, qui est présentée comme l'ombilique de la terre. Bien, évidemment, c'est aussi le nombril du Christ. On a les mains, les pieds, on a le nombril. Pourquoi on parle de Jérusalem comme ombilique de la terre, donc le centre de la terre? Parce que c'est une localisation qui est déjà présente dans l'Ancien Testament notamment, et donc elle est représentée sur une bonne partie de ces cartes. À l'intérieur de ces 3 parties, donc l'Asie, l'Afrique et l'Europe, s'insère progressivement, vous le voyez, cette carte est bien riche, la représentation des montagnes, des fleuves, mais aussi des vignettes urbaines qui vont évoquer les cités agrémentées de tours, de murailles ou d'églises. Je vous montre un autre exemple d'une carte qui est extrêmement riche, remplie, il n'y a pas un espace pratiquement qui n'est pas exploité. Mais par contre, vous voyez que la forme traditionnelle du théo
tend à disparaître derrière la complexité du tracé, tandis que les vignettes et les légendes, qui sont parfois très nombreuses, je vous ai mis le facsimilé de l'original, hein, de cette carte de Hereford, qui est conservée à la cathédrale de Hereford. Vous pouvez encore aller la voir maintenant, j'y suis allée. Je dois avouer que ça vaut la peine. Hereford est tout proche de la frontière du Pays de Galles, qui date de la fin du XIIIe siècle. Et bien là, justement, vous voyez que les textes, on le voit mieux sur le facsimilé, les textes qui vont expliquer les différentes parties du monde sont extrêmement nombreux. Ces textes sont compilés en utilisant bien sûr les textes bibliques, mais également ceux des pères de l'Église et des autorités comme Pline ou encore Isidore de Séville, dont on a parlé tout à l'heure, qui occupent une place de plus en plus importante dans ces cartes. Donc, elles deviennent extrêmement riches. Ces mapes-mondes deviennent aussi des sommes de connaissances, parce qu'avec tout le savoir qui est accumulé et qui est inséré dans les moindres espaces de ces cartes, c'est vraiment des sommes de connaissances qui concernent l'histoire universelle du monde créée par Dieu. Et on voit justement au XIIIe siècle que ces mapes-mondes deviennent monumentales dans le sens parce qu'elles sont parfois extrêmement grandes. Vous voyez que celle de Hereford, elle mesure 1,59 m sur 1,34 m, donc des grands formats, et c'est celle d'Epsdorf que je vous ai montrée avant était aussi extrêmement grande. Aux marges du monde, de ce monde connu, tant dans les cartes que dans les textes, et ceci depuis l'Antiquité déjà, vivent des créatures hybrides. On le voit très bien hein, dans ce psautier de Londres, qui est une carte magnifique. Je trouve qu'elle est extrêmement belle, et c'est probablement cette carte qui nous montre le mieux ces êtres des marges. Ils sont présents partout, mais là, ils sont extrêmement visibles. Ces personnes monstrueuses, hybrides, qui sont placées dans les espaces les plus reculés du monde civilisé. Vous voyez, on est le plus loin possible de Jérusalem, du centre qui est important. Ces petits monstres et ces personnages sont parfois sur des îles ou entourés de montagnes. C'est des lieux qui permettent l'éloignement et qui abritent régulièrement l'autre au Moyen-Âge. Je vais allumer la lumière. La distance face à ces mondes lointains et inconnus entretient le sentiment de différence, parfois de peur, mais aussi de curiosité et d'émerveillement face aux êtres des espaces éloignés des mondes civilisés, qui sont représentés parfois avec un aspect bestial, nu, et parfois extrêmement féroce. Donc ces êtres hybrides et monstrueux ne sont pas seulement représentés dans les ouvrages qui traitent des parties du monde, ou dans les cartes telles qu'on peut les voir ici, mais on peut aussi les voir dans des supports autres. Donc, les cartes et les textes sont des supports qui sont évidemment bien connus par les clercs au gré de leur lecture des autorités. Mais ces monstres, ces êtres des marges, sont aussi visibles pour les fidèles, moins cultivés, moins à même de connaître les autorités, par des supports divers, notamment au sein des édifices religieux, par exemple, mais aussi par l'oralité, avec les légendes des saints qui vont être transmises, notamment par les sermons. On peut le constater de manière extrêmement intéressante à Vézelay. Vous êtes déjà peut-être allé à Vézelay, mais ils sont un petit peu difficiles à voir, donc peut-être que la prochaine fois, si vous y retournez, il faudra prendre des jumelles. Donc, dans l'abbatiale de la Madeleine, sur le tympan du narthex, qui date de 1130 environ, où des cynocéphales, des hommes à tête de chien, comme vous le voyez, sont figurés, et ils sont représentés aussi sur les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure. Mais on peut voir aussi ces êtres des marges et ces cynocéphales chez nous, à Lausanne, dans la rose de la cathédrale de Lausanne. Alors là encore, c'est un peu difficile à voir. Prenez vos jumelles. La rose de la cathédrale de Lausanne qui représente le monde et son créateur au centre. Donc là, on a évidemment la figure divine. Et aux marges, à nouveau, on se retrouve dans les marges. Vous y reconnaissez notre cynocéphale, donc notre homme à tête de chien, qui dévore une jambe humaine, d'ailleurs. Donc, je vous parlais de figures parfois qui vont faire peur, ainsi qu'un blémi, un homme sans tête
qui a les yeux sur les épaules et la bouche sur la poitrine. Alors, c'est dès le XIIIe siècle que ces multiples représentations du monde, tant textuelles que cartographiques, architecturales ou orales, sont confrontées avec l'expérience de voyageurs qui se rendent dans des contrées encore jamais vues, ni décrites par des chrétiens comme la Mongolie et la Chine. Le premier de ces voyageurs à avoir laissé une trace écrite de son périple est Jean de Plancarpin, un franciscain italien envoyé en mission en 1245 par le pape Innocent IV. Il est envoyé auprès des Mongols après leur irruption aux portes de Vienne, laissant des populations dévastées et choquées face à ces peuplades inconnues. Il fallait dès lors recueillir des informations sur eux et surtout découvrir, premièrement, s'ils étaient chrétiens et quelles étaient leurs intentions. Est-ce qu'ils allaient à nouveau revenir et mettre à feu et à sang les villes telles que Kiev ou autres. En 1253, c'est Guillaume de Rubruck, aussi un franciscain, mais de Flandre cette fois-ci, qui continue en quelque sorte la mission de Plancarpin, mais cette fois-ci, il est envoyé par le roi de France Louis IX. Les textes des deux franciscains sont avant toute chose des rapports de mission. Ils n'ont pas comme but premier d'être divulgués à un large public, même si leurs voyages et leurs itinéraires sont très détaillés. Le dernier des voyageurs qui va m'intéresser, que vous connaissez toutes et tous, car c'est le plus célèbre, c'est bien évidemment le marchand vénitien Marco Polo, qui a vécu en Asie entre 1271 et 1295, et qui a servi pendant 16 ans le grand khan Kubilai. Il raconte ses souvenirs à Rusticien de Pise, un écrivain italien de langue française cultivé, son compagnon de captivité lors de sa détention à Gênes aux alentours de 1298. Dans son ouvrage « Le devisement du monde » ou « Livre des merveilles », un ouvrage qui est destiné, comme Marco Polo l'indique dans son prologue, à y faire découvrir au lecteur les grandes merveilles de ses voyages. Il est intéressant de constater d'emblée que ces trois voyageurs partent pour ces régions inconnues avec une image mentale de ces régions et surtout avec des attentes, fruits de leur connaissance des autorités, mais également des représentations et des légendes que nous avons évoquées il y a peu. Alors évidemment, il faut se poser la question suivante face au poids des autorités, comment ces voyageurs appréhendent et comprennent ce qu'ils vont découvrir au long de leur périple? Est-ce que l'expérience peut lutter contre les autorités? Dans ces trois textes, les monstres et les cynocéphales sont présents, tous les trois. Les voyageurs s'attendent à les voir et en fait, ils aimeraient bien les voir. Et surtout, ils s'informent à leur sujet auprès des autochtones. Mais le poids des autorités est si fort que tous, sauf Rubruck, acceptent l'existence des monstres et des cynocéphales et les décrivent longuement sans pourtant les avoir vus. Je ne vais pas lire le texte de Plancarpin, c'est simplement pour vous montrer qu'il décrit longuement les cynocéphales. Il les met absolument pas en doute, mais ce qui est plus intéressant, c'est de lire le texte de Guillaume de Rubruck, qui lui a des doutes. Je m'enquis des monstres monstrueux dont parlent Isidore et Solin. Donc vous voyez, il nous donne ses sources. C'est les autorités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il me disait qu'il n'avait jamais rien vu de tel, d'où nous avons vraiment lieu de nous demander si ce que racontent Isidore et Solin est vrai. Alors en effet, Rubruck est le seul à remettre en cause les autorités que sont Isidore de Séville et Solin sur cette autre. Rubruck le fait d'ailleurs de manière plus virulente lorsqu'il réfute l'affirmation d'Isidore de Séville au sujet de la mer Caspienne. Il nous dit en effet, cette mer, Isidore l'appelle mer Caspienne, on peut en faire le tour en 4 mois, et Isidore est dans l'erreur lorsqu'il dit qu'elle est un golfe de l'océan. C'est un fait si exceptionnel, cette remise en question pour cette époque, qu'il mérite vraiment d'être relevé. Et Rubruck, qui a fait justement une partie du tour de cette fameuse mer Caspienne, va privilégier justement l'expérience.
Et quant à Marco Polo, il concilie son bagage culturel, ou en tout cas celui de rusticien, ses attentes, parce qu'il en a, et celles de ses futurs lecteurs avec son expérience pratique du voyage, en repoussant les cynocéphales sur des îles, étant donné qu'il n'a pas pu les voir. Donc, pour lui, ils existent, mais je ne les ai pas vus, donc ça veut dire qu'ils sont simplement plus loin. Son texte est intéressant. Donc, il les a repoussés sur l'île d'Andaman, donc Andaman, qui est située dans l'océan Indien, et il nous dit « Et vous direz d'une manière de gens dont il fait bon compter dans notre livre. Or, sachez très véritablement que les hommes de cette île ont tous une tête de chien et des dents et des yeux comme des chiens. Et vous n'en pouvez douter, car je vous dis en bref qu'ils sont du tout semblables à la tête de grands chiens matins. Ils sont très cruels et mangent les hommes tout crus. » Frisson du lecteur garanti, et c'est justement ce que Marco Polo recherche avec son ouvrage, qui sont d'ailleurs ces cynocéphales représentés dans des manuscrits du XVe siècle, justement illustrant cette partie du devisement du monde lorsque Marco Polo traite des cynocéphales. Donc ces monstres vont être sans cesse repoussés toujours plus loin dans les marges jusqu'aux îles inaccessibles à mesure que la connaissance du monde augmente. L'expérience pratique des terres lointaines n'a donc réduit en rien l'existence des monstres pour les médiévaux, même si des doutes, on l'a vu, ont été formulés, mais c'est un fait qui ne changera pas jusqu'au XVIe siècle. Enfin, il faut évidemment se demander si ces ouvrages ont eu un poids quelconque sur la représentation du monde et si les médiévaux ont réussi à valoriser et à intégrer l'expérience par rapport aux autorités. C'est un vaste sujet que je ne peux évidemment pas aborder ce soir de manière satisfaisante. Vous pouvez vous imaginer que c'est impossible. Mais ce qui est certain, c'est que le texte de Marco Polo a eu une diffusion considérable au Moyen Âge. Il nous reste encore 141 manuscrits médiévaux, ce qui est gigantesque. Pensez qu'il ne nous reste que 5 exemplaires de l'ouvrage de Guillaume de Rubruck. Alors, l'Atlas catalan, qui est une œuvre magnifique que vous voyez dans son entier sur le slide, qui a été réalisée à Majorque vers 1375 et qui faisait partie de la bibliothèque du roi de France Charles V, est ainsi l'une des premières cartes à emprunter à Marco Polo des toponymes et des fragments d'itinéraire du Cathay, donc de la Chine, en suivant son texte très très près parfois. Alors toutefois, ce qui est intéressant, c'est que le nom de Marco Polo n'est jamais mentionné sur la carte, qui contient aussi, vous le voyez, de nombreux textes et de nombreuses explications. Si le nom de Marco Polo n'est pas mentionné, on a par contre le nom d'Isidore de Séville et de Pline, à nouveau, nos autorités qu'on va retrouver désignées dans l'Atlas par le titre de Mestre de Mappamundi. Donc, c'est les maîtres des mapmondes. Alors, tout ça nous indique bien qu'en 1375, lorsque la carte a été réalisée, Marco Polo n'est pas considéré comme une autorité. Il ne peut constituer une référence, je vous en mets un petit zoom là, même si son texte est exploité. Et surtout que les autorités comme Pline et Isidore sont toujours incontournables. Cela va se poursuivre durant tout le XVe siècle. Le texte de Marco Polo est exploité, mais son nom n'est jamais mentionné. La dette à Marco Polo est par contre clairement exprimée par un grand voyageur, et non des moindres, Christophe Colomb, qui est parti à la découverte de l'Inde en allant vers l'ouest en 1492, et il emporte avec lui de nombreux ouvrages. Il y en a 2 qui vont m'intéresser. Pourquoi? Parce qu'il part avec l'histoire naturelle de Pline, dont on a parlé de manière récurrente jusqu'à maintenant, mais il part aussi avec un exemplaire du devisement du monde sur lequel il rédigera 366 annotations, une reconnaissance s'il en est. Alors, comme nous l'avons vu, la parole des autorités reste considérable durant tout le Moyen Âge et l'expérience des voyageurs peine vraiment
à se faire une place, même si elle est progressivement intégrée. Et je terminerai avec une dernière carte. C'est en fait l'Atlas d'Histoire sainte, une vision symbolique du monde, une cosmographie universelle, selon les mots de son auteur, le pasteur allemand Heinrich Buntig, en 1582. Cette carte est un très bon exemple de la permanence des schémas médiévaux, mais aussi de l'intégration des découvertes géographiques, parce que vous reconnaîtrez aisément la vision tripartite du monde, avec Jérusalem en son centre, et puis la vision tripartite avec l'Europe, l'Asie et l'Afrique, même si l'auteur dessine un trèfle et pas le schéma qu'on a vu habituellement. Pourquoi il dessine un trèfle? Tout simplement parce que c'est pour faire honneur à sa ville natale, Hanovre, dont les armes portent une feuille de trèfle. Mais vous y voyez que l'image tripartite, la vision du monde tripartite qu'on a vue jusqu'à maintenant, elle est terminée parce que là, on a l'Amérique. Donc, cette vision nouvelle, cette représentation de l'Amérique va marquer définitivement la fin de la division tripartite du monde avec la découverte de ce 4e continent. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de vos questions et de discuter avec vous.